Bonjour Olivier Besancenot, vous êtes l'un des leaders du nouveau parti anticapitaliste, le NPA, la gauche de la gauche on va dire. Tout à l'heure le Premier ministre français Manuel Valls a appelé les frondeurs du Parti socialiste à regarder en face en leur disant il n'y a pas d'alternative à gauche et il les appelle entre guillemets à rentrer dans leur rang. Vous dites quoi? Je dis que ce qu'il dit ça m'intéresse plus déjà, puisqu'il est toujours sur la même rengaine finalement, un argument d'autorité, d'autoritarisme, à culpabiliser tout le monde. En se dédouanant finalement de son propre bilan, lui, de son gouvernement, qui est quand même responsable largement de la situation sociale, économique et maintenant politique dans laquelle on est. Et je dis à tous ceux qui ont encore le cœur à gauche que si on ne fait pas tomber le budget de ce gouvernement, si on ne neutralise pas ce gouvernement, alors ce gouvernement enterrera la gauche, et nous avec. Donc oui. L'alternative, elle est simple. Ça veut dire, vous, quand il dit il n'y a pas d'alternative à gauche, il dit si ce n'est pas la gauche, ce sera l'extrême droite qui va gagner. Ah bah là, et puis sponsorisé par sa politique en ce moment, parce qu'à part sponsoriser l'ascension du Front National, ils font quoi depuis qu'ils sont arrivés avec, je veux dire, mais même les bras nous en tombent. Enfin, je veux dire, l'affaire Thévenoud, encore récemment, d'un mec qui est quand même responsable, ou qui était un des membres de la commission de la fraude fiscale qui ne déclare pas ses impôts. Le pauvre, il a oublié pendant 3 ans. Je veux dire, il n'y a pas un jour qui passe, on se dise, mais qu'est-ce qu'ils vont nous inventer pour finalement accentuer la crise politique et pousser tout le monde toujours plus à droite, parce que c'est un processus de radicalisation à droite. Si les gens font plus la différence entre la gauche et la droite actuellement, c'est pas parce que la droite avait fait une politique de gauche quand elle était au pouvoir, c'est parce que cette gauche fait une politique de droite. Et comme tout le monde court toujours plus à droite, bah finalement, il y a une bonne partie de la population qui se dit pourquoi pas goûter au Front National. Ça vous étonne les sondages qui disent que Marine Le Pen, dans tous les cas de figure, sera en tête au premier tour et au second tour d'une élection présidentielle? Ça m'inquiète énormément, mais ce que je sais surtout autour de nous, c'est qu'il y a des millions de personnes qui disent qu'ils n'ont plus envie d'aller voter. Quand on voyait envoyer un grand bras d'honneur au système politique, et je crois que c'est fait pour ça. Je crois que le système politique tel qu'il est fait, il est fait pour nous dégoûter de la vie politique. Ça arrange les politiciens professionnels de rester entre eux. Nous, on est là pour dire, bah écoutez, il faut aller les déranger, il faut aller les gêner un peu, parce que tous, autant qu'ils ont, ils ont un point commun, ils ont faim de pouvoir, et extrêmement faim de pouvoir. Et je mets le Front National dans le lot, parce que quand on voit les municipalités Front National, une des premières mesures des maires FN, c'est quoi? C'est de s'augmenter. Et puis on voit l'appétit de Marine Le Pen, qui est prête à tout pour gouverner, qui est même prête à cohabiter avec François Hollande. Elle qui est anti-système, c'est quand même assez surprenant. Ça veut dire que pour eux, cet attrait, ce vertige que donne le pouvoir est extrême, donc c'est tout le système politique qu'il faut voir. Le livre de Valérie Trierweiler, vous l'avez lu, Olivier Besancenot? Non, j'ai pas envie de le lire. Ça m'intéresse pas. Ni quand elle tweet, ni quand elle écrit, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai pas besoin de partager la vie intime de François Hollande pour savoir quelle est sa vraie nature, pour comprendre qu'il n'est pas dans notre camp. Avec ou sans dents, je sais qu'il n'aime pas de toute façon la majorité de la population, sinon il aurait fait un acte depuis qu'il est au pouvoir. Il a fait le contraire. Depuis qu'il est là, les dividendes ont explosé. Je crois que la France a le taux record en Europe d'explosion de dividendes d'actionnaires, c'est-à-dire la part de ce qui est produit qui retourne à la finance spéculative. On a les 500 plus grandes fortunes qui ont vu leurs revenus augmenter de 15%, c'est le magazine Challenge qui nous l'apprend. Et de l'autre côté, on a des inégalités qui continuent à se développer, on a le chômage, 5 300 000, 500 000 chômeurs de plus, enfin je peux égrener, ça tout le monde le sait. Alors on dit que le taux de pauvreté a légèrement baissé, mais le niveau de vie des Français... et l'intensité de la pauvreté n'a pas baissé, elle a augmenté, c'est-à-dire que les plus pauvres voient leur pauvreté augmenter. Et puis on voit un niveau de vie diminuer de toute façon, mais bon, moi j'ai pas besoin de mettre des disquettes de course dans la tête des gens pour les convaincre de toute façon qu'on n'a pas un gouvernement de gauche. Peut-être le seul point positif, c'est qu'avant... on n'était pas nombreux à expliquer à gauche que finalement les socialistes étaient là pour faire une politique de droite. La social-démocratie, c'est pas la gauche pour vous? Mais c'est pas ça, c'est du libéralisme. En quoi c'est social et en quoi c'est démocrate? Un gouvernement qui procède par ordonnance, c'est démocrate? Un gouvernement qui donne des milliards et des milliards aux entreprises pour faire de l'emploi, 220 milliards d'euros. Oh, les mêmes qui nous expliquent qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Ils ont donné 220 milliards de l'argent de nos impôts aux entreprises pour faire de l'emploi. 500 000 chômeurs en plus. Peut-être qu'on peut au minimum se dire que ça ne marche pas. Je ne sais pas, soyons dingues. Alors, et là, il y a des discussions au niveau des seuils sociaux qui vont être entreprises avec le patronat et les syndicats. Les seuils sociaux, peut-être le travail le dimanche, un certain nombre de choses, au nom de la compétition économique et au nom aussi des enjeux en matière de déficit en particulier. Ah bah vous pouvez tout avaler, avec la compétitivité économique, vous pouvez tout avaler. Les 35 heures, les seuils sociaux, c'est-à-dire la représentativité syndicale, c'est finalement... tout ce qu'ont obtenu d'une manière ou d'une autre les luttes sociales pour lesquelles nos anciens se sont battus. Vous pouvez fliquer les chômeurs avec des campagnes de propagande absolument terribles. C'est pas vrai ce que dit François Rebsamen, le ministre du Travail, qui dit qu'il y a des chômeurs qui ne sont pas de vrais chômeurs. Je le conseille à tous, dans Alternative économique, qui explique un peu cette espèce de fantasme d'un chiffre truqué, où on confond tout, on confond les emplois non fournis, les offres non pourvues, où finalement, d'après les statistiques que sort Alternative économique, il y a 4% des offres d'emplois qui ne sont pas pourvus, on est loin du chiffre qu'on nous annonce. Quand on met ça en proportion avec la fraude d'ensemble de ce pays, on est à 0,84%. C'est-à-dire la fraude de Pôle emploi, c'est 0,84% de la fraude en général.
Et en quoi on va prendre la télé chômeurs à pied des chiffres dont on ne parle pas? C'est qu'il y a plein de chômeurs qui sont culpabilisés ou qui ne sont pas bien renseignés et qui ne touchent pas leurs indemnités. Il y en a 16%. Le gouvernement, il en parle? Non, alors, le gouvernement, il en parle pas. Aujourd'hui, Olivier Besancenot, vous dites quoi? Vous dites qu'il va y avoir une motion de défiance du gouvernement et ça va se passer dans la rue. C'est-à-dire vous menacez une explosion sociale. Oui, il en faut une dans la rue parce que les combinaisons parlementaires, ça suffira pas. Les frondeurs, ils sont forts en bouche, mais en général, quand il s'agit de voter, ils ont plutôt tendance à s'aplatir. Donc, s'ils veulent passer des paroles aux actes avec tous ceux qui le souhaitent et tout le monde sera le bienvenu, bah, en effet, établissons un rapport de force et ça s'appelle une motion de censure dans la rue. Il y a une bataille sociale et politique qui est celle du budget, qui concentre, je dirais, qui cristallise et qui condense toute la politique du gouvernement. La question qui se pose, c'est est-ce que oui ou non, on veut faire tomber ce budget? Est-ce que oui ou non, on veut faire tomber le pacte de responsabilité? Et si oui, quels moyens on se donne pour le faire? Il y a des journées d'action. Vous avez les moyens de mobiliser réellement aujourd'hui? Oui, il y a une séquence sociale là qui s'ouvre. Il y a des manifestations qui sont appelées par la coordination de défense du service public hospitalier qui aura lieu le 23 septembre. Il y a une journée d'action interprofessionnelle appelée par la CGT et probablement d'autres organisations qui aura lieu le 16 octobre. Et nous, quand je dis nous, c'est de façon unitaire, ceux et celles qui se sont retrouvés pour la première manifestation de gauche sous Valls, c'était le 16 avril dernier, on propose de faire rebolote et de refaire une manifestation massive contre ce budget. Olivier Besancenot, chez Mille et Une Nuits, vous publiez, on le voit, Affinité révolutionnaire, nos étoiles rouges et noires pour une solidarité entre marxistes et libertaires. C'est un livre où vous y racontez évidemment toutes les icônes de la Révolution depuis Marx. Et on va d'ailleurs voir aussi votre lettre ouverte à Louise Michel, l'héroïne de la Commune. Ce visage finalement qui incarne pour vous encore une actualité d'aujourd'hui? Oui, justement par rapport à tout ce qu'on discute, de cette espèce de discrédit de la classe politique qui vit que pour le pouvoir. Vous savez, il y a quelque chose qui est tronqué fondamentalement chez les politiciens, tous autant qu'ils sont. Ils se présentent à vous bourrés de promesses, mais ils vivent de la politique. C'est-à-dire que tout ce qu'ils feront, c'est en fonction de ce qui rentre dans leur portefeuille. La plupart n'ont jamais bossé de leur vie. Et à partir de là, tout est biaisé. Et c'est vrai que chez les libertaires, et c'est vieux comme la Commune de Paris, il y avait l'idée de déprofessionnaliser la politique. Par exemple, mesure toute bête, plafonner la rémunération des élus. Quand on vote pour quelqu'un, on lui donne un mandat, il n'y a pas de raison qu'il gagne plus d'argent que ceux qu'il est censé représenter. Donc donnons aux élus le salaire moyen de la majorité de la population. Comme ça, on sera sûr qu'une fois élus, ils augmenteront les salaires derrière. Oui, ces icônes de la Révolution, vous dites aujourd'hui, ils sont complètement oubliés. Vous dites Louise Michel, il n'y a pas vraiment une avenue dans Paris, peut-être une station de métro quelque part. Oui, c'est même plus sordide que ça. On peut dire que les rues Louise Michel côtoient finalement à quelques mètres des avenues de Thiers et de tous les bourreaux de la commune. Finalement, il y a une espèce de grand oubli démocratique de l'histoire de l'émancipation. Louise Michel, elle en fait partie, mais au-delà de ça, on est là aussi pour dire, avec mon complice Michael Louis, qu'il y a 150 ans, il y avait une première internationale dans laquelle marxistes et libertaires cohabitaient. Il y a quand même plus de combats communs que divergences, parce qu'il faut l'avouer, et chez les rouges et chez les noirs, paradoxalement, le sentiment de propriété est quand même très fort. Donc on est là aussi pour dire qu'à un moment, il faut être capable de dépasser nos propres histoires et regrouper ceux qui ont envie de foutre en l'air ce putain de système qui serait temps de renverser. Merci en tous les cas, Olivier Besancenot, d'avoir été notre invité.